Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux finances du club. Alors les finances, mais surtout un poste très important qui est le poste des salaires, puisque finalement, je dirais que John Textor prend un virage à la Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire par manque d'imagination ou parfois par décision contestable, eh bien, on embauche des joueurs avec des salaires absolument colossaux. Certes, sur ceux que vous voyez à l'écran, les 4 de gauche sont de l'époque Aulas, mais Matic, faut le savoir, a un salaire à la hauteur de celui d'Alexandre Lacazette. On vient de signer Jordan Verretou, alors qui a accepté une baisse de salaire, mais quand même un autre gros salaire aux alentours de 2 millions. On peut rajouter évidemment les joueurs qui sont arrivés de Première Ligue. Je pense à Kaleta-Tchar, je pense à Niakate. Mangala, heureusement, a été sorti pour cette saison, mais quid de la saison prochaine? Et en fait, les salaires, c'est très important parce que ça conditionne énormément de choses. Il faut savoir que la DNCG a une règle simple, très très simple. Donc quand on est bloqué par la DNCG, il ne faut pas y voir une situation complotiste. Non. Il y a une règle simple, elle a toujours été dite et redite par la DNCG. Si vous voulez passer votre budget, vous devez avoir une masse salariale, alors on va dire plutôt des charges de personnel, c'est-à-dire les salaires, les charges sociales. Alors attention, il n'y a pas que les salaires des joueurs, bien entendu. Il y a tout le personnel de l'Olympique lyonnais et il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, Manchester United, qui est un club, je dirais, encore nettement supérieur à l'Olympique lyonnais, le nouvel actionnaire, donc, Monsieur Ratcliffe, qui est pourtant milliardaire, je pense 2e ou 3e fortune d'Angleterre, est arrivé à Manchester United. Il a fait un audit pour essayer de réduire un peu les coûts, parce que finalement, l'argent que vous, on va dire, gâchez, je ne veux pas être désobligeant pour les gens qui travaillent évidemment, mais que vous gâchez sur certains postes qui pourraient être, on va dire, économisés, eh bien, vous n'allez pas le dépenser dans l'équipe première. Bon, ça a fait un scandale en Angleterre, mais mine de rien, l'audit a ramené qu'il y avait beaucoup trop d'employés et d'argent dépensé sur ces postes-là. Vous le voyez ici, Manchester United va supprimer 250 emplois alors que Jim Ratcliffe continue de réduire les coûts d'Old Trafford, qui est le stade de Manchester. Donc, on peut effectivement faire des économies sur ce poste. Après, je ne connais pas le fonctionnement exactement de l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il y a une possibilité de réduire ce poste? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce poste ne faiblit pas, loin de là. Donc, je vais faire un bilan sur le sujet. Vous allez voir que c'est effrayant et que ça a des conséquences. Alors certains vont me dire « Ah bah oui, mais on a plein de gros salaires qui vont s'arrêter en 2025, donc pas de soucis. » Bah si, des soucis. Déjà parce que, comme je l'ai dit, on continue d'embaucher des très très gros salaires. On veut prolonger Ryan Cherki en lui mettant une rallonge. Donc je ne pense pas que ça aille dans le sens de la réduction des coûts. Donc on va regarder tout ça dans le détail. Alors je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas les chiffres, fuyez immédiatement. Vous allez vous ennuyer. Si vous n'avez pas trop le moral, eh bien fuyez aussi, parce que je pense que vous n'aurez pas d'avantage après la vidéo. À ceux qui voudraient m'accuser d'inventer une situation, de noircir le tableau, etc., je vais produire des documents officiels de l'Olympique lyonnais. Il y a parfois des estimations de ma part, mais je le dirai. Et vous verrez que je vais présenter des chiffres publiés, des chiffres réels, que je ne mitonne pas pour essayer de dénigrer les uns ou les autres. Et après, évidemment, chacun se fera son opinion. Alors, il y a quelques semaines, l'Olympique lyonnais a publié son activité de l'exercice 2023-2024 avec des produits de 368 millions, ce qui, je pense, doit être un record du côté de l'OL. Mais évidemment, ce chiffre recouvre des réalités très très différentes. Donc on va regarder un petit peu, puisque je le rappelle, le but c'est de ne pas avoir plus de 70% en charge de personnel que vos revenus. Donc
pour l'exercice qui vient de se terminer, et c'est pour ça qu'on a passé la DNCG tranquille, qu'elle nous a laissé recruter au mois de janvier. Évidemment, avec les cessions d'actifs qui ont été réalisées, l'OL Reign, les cessions de joueurs, hein, un montant très très élevé, vous voyez, 104,7 millions de ventes de joueurs la saison passée. Donc déjà, si vous mettez ça, si vous mettez l'OL Reign, vous êtes à 155 millions. Si vous rajoutez le revenu ponctuel de la cession de licence de marque à l'OL féminin, donc 27 millions supplémentaires, bah vous êtes, on va dire, à 175 millions. Et si vous rajoutez CVC, donc le fonds très critiqué, mais à tous ceux qui critiquent le fonds CVC, je leur dis, rendez l'argent. Donc ce fonds a donné 1,5 milliard à la Ligue, l'Olympique Lyonnais en récupère 90, et sur l'exercice qui vient de se terminer, il en a récupéré 50. Donc si on les rajoute à nos 175 millions, c'est-à-dire vente de joueurs, OL féminin, donc français, et puis l'OL Reign, plus CVC, ça veut dire que vous avez 225 millions qui sont entrés dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. Mais parmi ces 225 millions, évidemment, eh bien, vous en avez une très grosse partie qui n'est pas récurrente, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas compter sur cette somme-là tous les ans. Donc si on enlève 225 millions à nos 368, bah vous voyez que finalement, on descend à peu près à 150 millions de revenus sans les revenus exceptionnels. Donc, si vous partez d'un chiffre d'affaires de 150 millions et que vous devez appliquer la règle des 70%, eh bien vous devez avoir une masse salariale qui n'excède pas les 105 millions. Donc on va voir où on se situe par rapport à ces 105 millions. C'est très important parce que, d'une certaine manière, l'avenir du club est en jeu. On va voir ce qui va se passer aussi à la fin de l'exercice 2024-2025. Donc quand tous les gros contrats vont arriver à échéance, Lacazette, Tolisso, Lovren, Anthony Lopez, Tagliafico, etc. On va voir si on arrive aux fameux 105 millions qui permettent de passer la DNCG sans vendre de joueurs et sans avoir des revenus exceptionnels, par exemple comme les revenus européens. Donc vous allez voir aussi que se qualifier pour la Ligue des Champions, ça devient presque un impératif. On va dire c'est pas un plus, c'est un impératif, et d'une certaine manière, je trouve qu'on a raté un virage avec tous les revenus qui sont entrés en 2024, avec également la cession de l'Arena. Je trouve qu'on a raté un virage en dépensant cet été de manière totalement délirante. J'ai encore entendu Hugo Guimet dire que le transfert de Nuama de 28,5 millions était juste un jeu d'écriture, mais c'est faux. Hugo Guimet, c'est quelqu'un qui évidemment est très très bon sur la couverture de l'Olympique Lyonnais, qui connaît sans doute très bien Mathieu Louis-Jean, puisque visiblement il prend ses infos chez Mathieu Louis-Jean. Mais c'est pas un spécialiste économique, et sur ce sujet-là, il s'est trompé. Il s'est trompé d'ailleurs aussi sur l'aspect de la vente de 100 millions, puisqu'il disait que c'était avant la fin du mercato d'été. Non, c'est avant la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire le 30 juin 2025. Donc, sur ce qui est économique, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que dit Hugo Guimet. Si on regarde dans les revenus de l'année qui vient de s'écouler, donc vous voyez, au 30 juin 2024, donc ça, ce sont des chiffres officiels, on a la billetterie qui est en baisse, faut le dire. C'est sans doute dû au fait qu'en début de saison, on avait des mauvais résultats, donc c'était difficile de remplir le stade. Billetterie Europe, évidemment, il n'y en a quasiment pas. Ça doit être des reliquats, quelque chose comme ça. Donc on peut tabler quand même sur une billetterie qui va aller en augmentation. Donc ça, c'est une bonne chose. Les droits télé, alors 95 millions, ça inclut CVC. Donc les droits télé, vous le savez, ils sont en baisse, même si on va récupérer des droits TV UEFA. Donc il faut enlever 50 millions, donc on n'est plus qu'à 40 millions à peu près sur les droits télé. Partenariat pub, on va dire, voilà, on fait la Coupe d'Europe, donc ça devrait augmenter, donc je pense qu'on peut les évaluer aussi à 40 millions. Les produits de la marque, on passe à 54, l'année précédente on était à 20. La grosse différence, c'est que l'OL Reign
l'OL féminin a versé 27 millions pour utiliser la marque OL, et ce versement, il est unique pour 50 ans. Donc il n'est pas versé tous les ans pendant 50 ans, non. L'OL féminin a versé 27 millions une fois pour toutes. Donc il faut les enlever de ces 54. Donc on redescend plutôt à 20. Si on veut être optimiste, on peut le monter à 25. Les events, alors vous voyez qu'en event, on a fait une année vraiment exceptionnelle, 43 millions et demi. Alors il y a eu beaucoup d'événements, la Coupe du Monde de rugby, il y a eu cette saison, il y a les Jeux Olympiques. Mais entre-temps, on a cédé l'Arena, donc ça va à nouveau rebaisser. Et on peut les estimer à peu près à 20 millions, 25 millions, si on veut être, je dirais, optimiste. Ce qui veut dire que là où on arrive avec des produits d'activité sans indemnité de transfert à 263 millions, en réalité, on est plutôt à 180 si on est, je dirais, optimiste. Si on rajoute les revenus de la Ligue Europa, qui vont être en augmentation, on peut rajouter 20-25, donc à peu près, je dirais, 200 millions. La Ligue des Champions, elle, il faut multiplier par 4, voire plus si vous allez loin. Donc évidemment, vous passez d'un budget de 200 à 300 millions. C'est pour ça que c'est très important de se qualifier pour la Ligue des Champions, et que c'était d'autant plus important. D'ailleurs, souvent, certaines personnes me disent, mais en ce moment, qu'est-ce que t'es énervé, t'es négatif, etc. Mais c'est tout simplement parce que, mais ce n'est que mon point de vue, bien entendu, j'ai le sentiment que cet été, on a raté quelque chose, puisqu'on aurait pu surfer sur les très bons résultats du début d'année 2024, en améliorant ce qu'il fallait améliorer dans l'équipe pour, on va dire, aller chercher une Ligue des Champions, enfin une qualification pour la Ligue des Champions relativement tranquille, et que la manière dont on a bossé fait que j'en suis pas du tout certain. Évidemment, je le souhaite, mais je n'en suis pas du tout certain. Donc en gros, on va dire qu'on est à peu près à 200 000 revenus d'activité, 180 de revenus classiques, plus 20 liés à l'Europe. Donc, si on applique cette logique, ça veut dire qu'il ne faut pas, au regard de la DNCG, je parlerai même pas du déficit du club, j'attends d'avoir le bilan définitif, au regard de la DNCG, il faut avoir une masse salariale qui n'excède pas 70% de 200 millions, c'est-à-dire 140 millions. Donc on va voir là où on en est, et est-ce qu'il faut s'inquiéter. Alors oui, mon tableau est immonde, c'est du Excel, donc on fait ce qu'on peut, et en plus je suis pas un pro d'Excel. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que au 31/12/2023, donc en décembre dernier, la masse salariale de l'Olympique Lyonnais, donc ici au 31/12/2023, je vais décaler un petit peu pour qu'on voit bien, on était déjà à 84 millions et demi de masse salariale. Alors, ce chiffre, il sort d'où? Il sort tout simplement d'une publication de l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez, compte de résultats au 31/12/2023. Donc c'est sur les 6 premiers mois de l'année. Et ce qui nous intéresse là-dedans, ce sont les charges de personnel. 84 millions et demi. Donc, ce que je vous indiquais, alors on notera que c'était un petit peu en baisse par rapport à l'année précédente. Ce problème des salaires, il n'est pas nouveau, attention, je dis pas que Textor a créé le problème. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il ne l'améliore pas du tout, et qu'au contraire même, le problème se creuse. Donc 84 520 000, c'est ce qu'on avait au 31/12. Donc je le reprends, ce chiffre ici. J'ai pris les arrivées et les départs au mois de janvier. Donc en arrivée, on a Matic, Benrahma, Orban, Fofana, Mangala, Perry, Adrielson. Donc, j'ai évalué ces salaires en me basant sur le site Capology. Je les ai évalués en tout à 17 millions. Mais évidemment, c'est sur 6 mois, donc 8 millions et demi. On rajoute 40% de charges sociales. Bon, qui, si je dois être honnête, est un chiffre qui peut être discutable, puisque il y a ce qu'on appelle le régime des impatriés qui permet d'exonérer une partie. Attention, ce n'est pas la totalité des salaires des joueurs qui viennent de l'étranger, tout du moins qui étaient à l'étranger depuis au moins 5 ans, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc en fait, ce qui est exonéré, c'est la prime d'impatriation, c'est-à-dire que vous venez de l'étranger pour travailler en France, en plus de votre salaire, on va vous donner une prime, et effectivement, cette prime est exonérée d'impôt.
Mais là, ici, on parle de charges sociales. Pour les charges sociales, honnêtement, je ne connais pas le régime des impatriés. Mais bon, on va rajouter donc nos fameux 40% qui est le régime classique. Donc on arrive à 11 millions, enfin 12 millions, on va arrondir. Et puis les joueurs qui sont partis, Jeffinho, alors je considère que Botafogo prend l'intégralité du salaire de Jeffinho, mais très sincèrement, je n'en suis pas du tout sûr, mais bon, je vais le prendre en intégralité. Amin Sarr, Kelly Alvero, Mamadou Sarr, donc chargé 2 275 000, donc ça c'est ce qu'on a en moins, ça c'est ce qu'on a en plus, et donc le surplus c'est 9 millions. Donc, si on prend la totalité de l'année 2023-2024, j'ai pris ce montant-là que j'ai multiplié par 2 en rajoutant les arrivées, en enlevant les départs. On arrive à 178 665 000, ce qui est déjà colossal, mais, et ça il faut le dire, ce qui colle avec notre budget, puisque nous avons un budget de 368 millions d'euros. Donc, si on fait le calcul, donc 178 divisé par 368, vous voyez qu'on est à 48% de masse salariale ou de charge de personnel par rapport aux revenus. Donc, c'est pour ça que la DNCG, vous la passez tranquillement. On va passer évidemment à l'année en cours. Et là, c'est pas la même limonade, même pas du tout. Donc, j'ai pris cet été les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis. Donc, chez les arrivés, Zaha, Omari, Descamps, Mikotadze, Mangala, etc., etc. Alors, Mangala, on va me dire, il est parti. Non, j'ai pris les 2 mois où il était présent avant son prêt. Idem pour Baldé, idem pour Amin Sarr, idem pour Le Penant. Pour Abner Tesman, j'ai pris un salaire d'1 million, qui est à peu près le salaire des arrivants, on va dire, non premium à l'Olympique Lyonnais. Les arrivants premium sont à 2 millions et plus. Le plus gros salaire arrivé, c'est Georges Mikotadze, 3 millions et demi. J'ai déduit évidemment ceux qui sont partis. O'Brien, Kadewere, Enrique, Adrielson, donc sur le reste du mois, jusqu'au mois de décembre. Puisqu'évidemment, normalement, il revient en janvier. Je dis bien normalement, c'est pas sûr. Puisque j'ai entendu hier Hugo Guimet qui disait que visiblement Pierre Sage ne comptait pas sur Adrielson, même si on a vu des premiers reports qui nous disaient qu'il voulait le garder. Enfin, il voulait surtout le garder parce qu'il lui manquait un défenseur central. Et Le Penant qui, donc, lui, sera parti définitivement. Donc, quand on met ceux qui sont arrivés et qu'on enlève ceux qui sont partis, 10 millions en plus, 4 millions en moins, ça fait 6 millions en plus, et avec les charges, ça fait 8 millions. Ce qui fait que, vous le voyez ici, pour l'année 2024-2025, on arrive à 197 millions. 197 millions de masse salariale. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que les revenus, on va dire, garantis pour la saison à venir, avec 180 millions de revenus récurrents plus 20 millions de revenus européens, on arrive à 200 millions. On va rajouter les 40 millions de transferts que nous avons faits. Et on va voir où nous en sommes. Donc, je vais prendre 197 millions divisé par 240. Ça fait 82%. Donc, nous sommes d'ores et déjà au-dessus des demandes de la DNCG. La DNCG nous a laissé passer tranquillement, tout simplement parce qu'on avait annoncé 100 millions de ventes. Donc, on va refaire le calcul. Je reprends mes 200 et je rajoute 100. Donc, je pars de 300. Pardon, il faut faire 197 divisé par 300. Et donc là, on est à 65. Donc on est juste en dessous des recommandations de la DNCG, enfin des demandes de la DNCG. Donc c'est pour ça quand il y en a certains qui ironisent sur le fait que non, c'est faux, on ne doit pas vendre pour 100 millions. Si, on doit vendre pour 100 millions. On a fait 40. Avec Nuama, on aurait atteint le seuil de 60. Si on avait fait Cacré et Cherki, à 15 millions chacun, on arrivait aux fameux 100 millions. Alors, on pourra toujours dire, et c'est pas faux, qu'on va peut-être vendre des joueurs au mois de janvier, effectivement. Moi, je pense que Benrahma ne va pas faire long feu. Peut-être que Orban sera également vendu, surtout s'il met des buts, ce qui permettra de lancer le jeune Molébé.
Donc, arriver aux 100 millions avant le 30 juin, ça me paraît pas impossible, hein, attention. Donc, si vous faites les 100 millions, eh bien, vous avez toujours vos 197 millions de masse salariale divisé par 300. Donc, vous êtes en dessous, de pas beaucoup, mais vous êtes en dessous. Donc, pour cette saison, les 100 millions de ventes, je le dis, je le redis, ils sont nécessaires. Et ça, c'est quelque chose de mathématique. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ce sont des chiffres. Vous les avez sous les yeux. Après, on peut contester tout ce qu'on veut. Les salaires, les 84 millions en 6 mois, eh ben, vous les multipliez par 2. Vous rajoutez les salaires de ceux qui sont arrivés, vous enlevez de ceux qui sont partis. Ça aussi, je pense que c'est incontestable. Et vous rajoutez les salaires de ceux qui sont arrivés l'été et de ceux qui sont partis, et vous arrivez à 197. Donc, on pourra me dire ce qu'on veut. Mes chiffres, je pense, sont tout à fait cohérents. D'ailleurs, quand les bilans seront publiés, on pourra voir si je me suis mis le doigt dans l'œil ou pas. Alors, en 2025-2026, en juin 2025, nous aurons beaucoup de gros salaires qui vont partir. Donc, Lacazette, Lovren, Lopez, Tagliafico. D'ailleurs, on peut imaginer que Lopez parte peut-être au mois de janvier, puisque là, il va voir qu'il ne joue pas du tout. Peut-être que ça va l'inciter à partir. Zaha qui lui est en prêt, Omari qui est en prêt également, Cherki qu'on espère transférer et Cacré. Donc on va dire ça ferait à peu près 30 millions d'économies de salaire, hein, ce qui est très très élevé. Et avec les charges, 41 millions. Seulement évidemment, il y a des départs, il y a des arrivées déjà pour remplacer ceux qui partent. Donc Almada, faut compter 2 millions. Un arrivant offensif, ça va être 2 millions. Luis Enrique, ça va être 2 millions. Un latéral gauche pour remplacer Tagliafico, ça va être 1. Un défenseur central, ça va être 1 également. Un milieu défensif, ça va être 2. Donc ça fait 8 millions en tout. Chargé, ça fait 11. Donc en fait, on va faire une économie d'environ 30 millions avec le départ de nos joueurs. Ce qui fait que si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions, donc on va repartir avec nos 180 millions de revenus récurrents. Si vous qualifiez pour la Ligue des Champions, on va rajouter 80. Voilà. Donc on arrive à 260. Et si vous faites 40 millions de ventes de joueurs, vous êtes à 300. Donc, si vous êtes à 300, avec une masse salariale qui, donc moins 30 millions, descendrait à 170, eh bien ça ferait 170 divisé par 300, donc 56%. Donc là, vous êtes tranquillement dans les trucs de la DNCG. Alors ça, si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions. Si vous ne vous qualifiez pas pour la Ligue des Champions, le seul levier que vous avez, c'est la vente de joueurs. Il y a pas 50 trucs. Hein. Autre levier aussi, que le propriétaire mette la main à la poche. Alors, quelles sont les capacités contributives de l'ami John Textor, je ne sais pas. Comme je l'ai déjà expliqué, on sait que Eagle Football a de l'argent, puisqu'ils avaient acheté Nuama pour 30 millions, enfin 28, 25 plus bonus. Ils ont acheté Almada et Luis Enrique et Mateus Martins pour 50 millions. Donc, il y a des sous du côté d'Eagle. Donc, normalement, ils devraient combler. De toute façon, c'est à leur avantage de combler. Surtout si le club tourne bien, fait un bon parcours, parce qu'ils pourront ensuite récupérer cet argent-là, puisqu'ils vont faire sans doute des avances qui seront ensuite remboursées, ce qui est tout à fait normal. Je dirais que pour répondre à la question initiale, une dérive des salaires inquiétante, alors je dirais que elle est disproportionnée. Il faut impérativement inverser cette tendance, qu'elle n'est pas rédhibitoire, ça c'est sûr, surtout si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions, ça c'est une évidence, mais que quoi qu'il arrive, il va falloir faire des économies très très importantes. Et peut-être justement faire un audit sur le coût de la main-d'œuvre à l'Olympique Lyonnais. Et puis d'une certaine manière, faire ce qu'on a fait. Par exemple, quand vous recrutez Mikotadze à 3,5 millions, c'est la moitié de ce que coûtait Lacazette. Alors, est-ce qu'il sera aussi efficace? Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, la cellule de recrutement, dans cette démarche-là, elle a une importance colossale parce que si elle arrive à trouver des joueurs
qui sont pas excessivement chers, donc ça vous coûte pas cher en transfert, et qui ont des salaires acceptables, d'une certaine manière, un Thiago Almada, s'il arrive pour 2 millions, mais ça, 2 millions, ça c'est une estimation, hein, je n'en sais rien, mais c'est ce qui me paraît logique. Donc si Thiago Almada arrive pour 2 millions, et je vais vous dire une chose, même maintenant qu'il est dans le groupe Eagle, vous avez intérêt à ne pas le payer beaucoup. Pour une raison simple, c'est que si un club anglais arrive, parce qu'il est bon, ou un club espagnol, je ne sais pas, arrive et que il est bon, eh ben ça va être assez facile de le transférer parce que lui voudra partir. Le club espagnol ou allemand, enfin je ne sais pas, va lui proposer 2-3 fois son salaire, donc lui, il aura envie de partir, et vous prendrez votre indemnité de transfert. Le problème quand vous donnez des gros salaires, et on le voit, pour ça je ne comprends pas l'éventuelle prolongation de Ryan Cherki, mais enfin bon. Quand vous avez un Maxence Cacré, qui est un joueur, on va dire, moyen plus, mais qui a un salaire de joueur premium, eh ben, comme il ne peut pas aller dans des clubs premium parce que justement ce n'est pas un joueur premium, les clubs moyens dans lesquels il pourra aller, déjà ne l'attirent pas beaucoup, et en plus, ne vont pas vouloir prendre son salaire, ou alors, on va dire, le prendre avec le salaire qu'il a et pas plus. Et lui, si son salaire n'augmente pas, il n'est pas motivé à partir à l'étranger. Donc je pense que pour que le club soit pérenne, pour que l'avenir soit cohérent, il faut impérativement, mais vraiment impérativement, arrêter de donner des salaires de dingue à nos joueurs. Le dernier exemple, c'est quand même Matic. Matic, on le voit bien, il a fait 4-5 bons mois. Depuis, il est en souffrance, même si j'ai trouvé son dernier match pas si mal que ça. Mais vous l'avez encore 2 ans sous contrat. Tolisso, pareil. En fait, on va vraiment respirer au niveau des salaires à partir de 2027. Hein. Ça nous fait loin, mais j'espère qu'on sera encore là pour le voir. Mais bon, non, 2026. J'ai dit 2027, pardon, 2026. Bon. En tout cas, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas également. Si vous avez apprécié la vidéo, les amis, n'hésitez pas à la liker, bien entendu, à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.